Bienvenue dans notre podcast dédié à la gestion de patrimoine des expatriés français. Je suis Romain Salois, fondateur du cabinet Twinka, et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Que vous soyez un expatrié de longue date ou que vous veniez de vous installer à l'étranger, cet espace est fait pour vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous ceux d'entre vous qui vivent à l'étranger, la résidence fiscale et comment cela vous impacte au quotidien. Nous allons explorer ensemble ce thème dans l'idée que vous compreniez comment fonctionne la fiscalité internationale. Nous allons explorer ensemble ce thème et quelles sont vos obligations en tant qu'expatrié. L'objectif pour moi est de vous apporter des informations claires et pratiques. Alors prenez un café, installez-vous confortablement et c'est parti. Dans un premier temps, on va parler de la résidence fiscale. Qu'est-ce que c'est ? Commençons déjà par la base de la définition. La résidence fiscale, c'est un concept clé en matière de fiscalité internationale. C'est finalement elle qui va déterminer dans quel pays vous êtes considéré comme résident fiscal et donc où vous allez payer vos impôts. En France, c'est l'article 4B du Code général des impôts, le CGI, qui fait foi. Pour cela, il s'appuie sur 4 critères autonomes. Un seul d'entre eux n'est suffisant pour vous garder résident au sens de la loi française. Le premier critère, c'est la notion de foyer en France. C'est en fait le lieu où demeure le contribuable, donc vous-même ou votre famille. Cette notion permet de considérer comme domicilié fiscalement en France une personne exerçant son activité à l'étranger si sa famille demeure en France. C'est un critère à la fois personnel et externe. Deuxième critère, le lieu de séjour principal en France, même à l'hôtel. C'est le cas notamment lorsque vous y séjournez plus de 183 jours au cours d'une même année. C'est à peu près donc la moitié de l'année. Vous êtes alors réputé domicilié fiscalement en France pour cette année. L'activité professionnelle, qu'elle soit salariée ou non en France, la personne exerce une activité professionnelle en France, autrement qu'à titre accessoire, c'est-à-dire que ce soit principal. Et enfin, le centre de vos intérêts économiques est en France. Si vous effectuez vos principaux investissements ou vous retirez vos revenus principalement de la France, alors vous pouvez être considéré comme résident fiscal français. Je sais que certains ont sûrement entendu parler de cette règle des 183 jours pour déterminer la résidence. La réalité, c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, on va parler d'une autre notion qu'on appelle la convention fiscale. Il faut savoir que la France a ses règles, mais les autres pays aussi. Dans certains cas, il peut arriver que les deux pays vous considèrent comme étant résident du pays d'accueil. On applique alors les règles de la Convention internationale pour départager. La définition de cette convention, c'est simple, c'est un traité qui a été signé entre deux pays, exemple entre la France et les Émirats, la France et les USA, pour éviter que vous ne payiez deux fois le même impôt sur les revenus que vous allez encaisser. Il faut savoir qu'en termes de fonctionnement, la convention fiscale est supérieure à la loi française. Si l'article 4B dit que vous êtes résident fiscal français mais que la convention dit que vous êtes résident du pays d'accueil, c'est alors la convention qui gagne. On va prendre un exemple très simple. Pour vous expliquer tout ça très clairement, prenons l'exemple de Thomas. Thomas vit à Singapour avec sa femme et ses enfants. Il y travaille pour une société locale. Au regard de l'article 4B du CGI, Code général des impôts, sa famille est à Singapour, son job est à Singapour. Donc Thomas est résident fiscal singapourien. Il doit donc déclarer ses revenus mondiaux à Singapour. Une question peut alors se poser. Thomas a un appartement à Lyon. La France voit de l'argent généré sur son sol et lève donc la main. On se tourne alors vers la convention fiscale entre la France et Singapour. L'accord qui a été signé entre les deux pour définir les règles de fiscalité. Dans le cas de Thomas, la convention fiscale entre la France et Singapour du 15 janvier 1974 nous précise que les revenus provenant de biens immobiliers sont imposés dans l'État contractant où ces biens sont situés. C'est limpide. Le bien est à Lyon, l'impôt se paye donc à Lyon, en France. Et Singapour, de son côté, prendra en compte l'impôt que Thomas a payé en France pour éviter que Thomas ne paye deux fois. Concrètement, si Singapour impose plus que la France, Singapour imposera la différence. Il faut savoir que des textes comme celui-ci, la France en a signé plus de 120. Et la règle pour Thomas à Singapour n'est pas forcément la même pour son cousin à Montréal ou sa sœur à Rome. Et oui, parce que Thomas a une famille qui voyage beaucoup. Chaque pays a son arbitre et son propre mode d'emploi. Ces textes légifèrent à l'international en matière d'imposition sur le revenu d'activité, les revenus immobiliers, le capital immobilier, sur la fortune et prévalent sur la loi française toujours. Attention toutefois, la convention fiscale évite que vous payiez deux fois, mais n'empêche pas de vous taxer sur ce que la France considère comme un cadeau. Prenons un exemple sur le PEA, plan d'épargne en action. Le PEA, c'est un cadeau que l'État français vous fait et qui vous permet d'investir jusqu'à 150 000 € dans un portefeuille d'actions exonéré d'impôts sur les plus-values si vous gardez les titres plus de 5 ans. En France, c'est l'un des rares avantages fiscaux que nous avons encore. Mais, imaginons, demain, vous déménagez en Espagne. Les Espagnols, eux, ne connaissent pas le PEA. Ils le considèrent comme un simple compte-titres. On regarde alors à la convention entre la France et l'Espagne de 1995, et l'article 13, paragraphe 4, nous dit que seul le pays où vous vivez a le droit de taxer les gains sur les actions. La France, dans ce cas-là, respecte l'accord et s'efface au profit de l'Espagne. L'Espagne taxe les plus-values de votre PEA entre 19 et 28%, alors qu'initialement, vous étiez exonéré d'impôts. Les avantages fiscaux de l'administration française s'arrêtent généralement à la douane. On va parler d'une autre notion, le pass. Revenons à notre exemple de Thomas et son appartement. Une fois qu'on a compris comment fonctionne la convention, qu'est-ce qui a donné le droit d'imposition à la France pour l'appartement de Lyon, comment ça se passe concrètement. Ce n'est pas parce que la convention a donné raison à Thomas que tout se fait automatiquement. Concrètement, si Thomas ne dit rien à l'administration française, que se passe-t-il ? La France va continuer à le voir comme un résident classique. Sa banque à Lyon va appliquer le prélèvement à la source auto-résident. Pire, sans son certificat de résidence fiscale singapourien, il risque de voir une retenue à la source forfaitaire s'appliquer sans aucun abattement. Le péage, c'est un peu le péage fiscal français. L'État français prélève l'impôt
avant que l'argent ne quitte le territoire. Pour les salaires par exemple, si vous ne dites rien à l'État français, vous restez au barème progressif, classique de 0 à 45% avec les différentes tranches d'imposition. Mais en tant qu'expatrié, si vous travaillez pour une entreprise à Singapour ou à Madrid par exemple, la France n'a plus son mot à dire. Votre salaire est taxé par le pays d'accueil. Pareil pour les dividendes, les intérêts. Sans mise à jour, votre banque prélève 30% par défaut. Mais si vous déclarez votre non-résidence fiscale en France, vous êtes alors exonéré des prélèvements sociaux. Votre imposition chute à 12,8%. Elle peut même descendre encore plus bas grâce aux traités internationaux. Le risque, en fait, c'est la double imposition par omission. Thomas paye en France parce qu'il n'a pas déclaré son départ, et Singapour le taxe parce que l'y vit. Résultat, Thomas travaille pour payer deux administrations qui ne se parlent pas. Déclarer son changement de statut n'est pas une option, mais une protection de votre trésorerie. L'alerte rouge qu'on peut parler aussi, c'est l'entrepreneur international. Petit aparté sur eux. Créer une société à l'étranger ne suffit pas à gommer votre impôt français. Vous foncez dans le mur. On a pu voir passer beaucoup d'entrepreneurs des réseaux récemment qui s'installent à Dubaï en pensant avoir effacé la France de leur vie. Eh bien non, c'est une illusion. La France trouvera toujours une arme pour vous retrouver. L'article 155A du Code général des impôts est le radar automatique du fisc pour les prestataires de services. Si vous facturez des clients français depuis votre structure à l'étranger, la France peut décider d'ignorer votre société et de vous taxer vous personnellement au taux français. C'est ce qu'on appelle la transparence forcée. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'expatriation, ce n'est pas juste un décor de carte postale et un taux d'imposition à zéro. C'est une réalité économique. Si votre cerveau et vos clients sont en France, votre impôt, souvent, finit par l'être aussi. Et là, on parle même pas de la double résidence. Mais si vous gardez un bureau et des parts dans une boîte française, tout en vivant ailleurs, vous êtes dans le viseur du critère économique. Vous pourriez alors vous retrouver à devoir justifier votre vie entière, heure par heure, devant deux administrations qui se disputent votre portefeuille. On va parler maintenant de ce qu'on appelle la barrière de sortie, l'exit tax. Pour continuer dans ce thème, donc la France trouvera toujours un moyen de vous imposer. On va donc parler de ce cadeau. C'est le cadeau de départ de l'administration fiscale pour taxer vos plus-values latentes, celles que vous n'avez pas encore encaissées au moment où vous franchissez la frontière. Quand on parle de fisc, on parle toujours de cadeau. Rassurez-vous, elle vous concerne que si vous partez avec plus de 800 000 euros de titres ou si vous détenez plus de 50% d'une société. Le principe, plutôt simple, la France calcule l'impôt sur vos plus-values le jour de votre départ, même si vous n'avez pas encore vendu vos titres. Dans la majorité des cas, vous bénéficiez d'un sursis de paiement. Si vous partez en Europe, c'est automatique. Si vous partez plus loin, comme à Singapour ou aux USA, il faut le demander expressément. C'est pas automatique. L'astuce, c'est que si vous conservez vos titres pendant 2 ou 5 ans après votre départ, selon la valeur de votre portefeuille, cet impôt s'efface totalement. C'est une simple barrière administrative pour éviter les allers-retours fiscaux trop rapides. Elle s'assure que votre expatriation est un vrai projet de vie et pas juste un aller-retour pour éviter de payer sa part au fisc. Lors de ce podcast, parlons administratif et anticipation. Historiquement, la France avait mis en place le quitus fiscal. C'était un laissez-passer obligatoire. Avant de quitter la France, pour s'installer à l'étranger, vous deviez prouver que vous aviez payé tous vos impôts, impôts sur le revenu, taxes d'habitation, etc. Aujourd'hui, ce certificat n'est plus exigé pour les particuliers qui partent à l'étranger. Vous pouvez donc déménager sans demander la permission à l'État français. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de certificat préalable que vous devez être quitte. Le fisc fait désormais ses vérifications après votre départ. Si vous avez oublié de déclarer quelque chose, ils vous rattraperont via l'échange automatique d'informations entre les pays. Pour anticiper cet impact, l'année de votre départ, il faudra remplir deux avis d'impôt, une spécifique, la classique, et une spécifique pour la notion de non-résident. Sans ça, la France considère que vous n'êtes jamais vraiment parti avant la fin de l'année. En remplissant ce formulaire, vous tracez une ligne rouge. Avant cette date, je payais sur tout. Après cette date, je vous dois des comptes que sur ce qui reste en France. Cela permet d'effacer notamment les prélèvements sociaux, les fameux 17,2. Finalement, ne pas faire cette déclaration, c'est s'exposer à ce que l'État vienne se servir sur des revenus qui ne regardent plus. Alors attention, cette déclaration 2042 de non-résident n'est pas une baguette magique, c'est un constat. Dès que vous cochez la case non-résident, vous actez aussi la perte de certains avantages français. Votre appartement de famille, il n'est plus votre chez vous, officiel. Donc l'abattement de 30% pour l'impôt sur la fortune immobilière s'envole. Vos loyers, ils ne profitent plus du barème progressif, mais le fisc vous attend au tournant avec un taux plancher de 20% dès le premier euro. De toute manière, le fisc vous aurait rattrapé. L'idée en fait, c'est d'anticiper, notamment pour éviter que la France vous impose sur une année entière alors que vous êtes parti au mois de juin par exemple. Mon rôle, en tant que gestionnaire de patrimoine, c'est pas seulement de remplir des cases, c'est de construire avec vous la stratégie de défense fiscale. On anticipe, on analyse votre situation pour éviter les pièges comme l'exit tax ou la perte d'abattement sur l'impôt sur la fortune immobilière. On va sécuriser, on s'assure que votre certificat de résidence et vos formulaires 2042 non-résidents sont parfaitement pilotés pour que les banques et le fisc appliquent les bons taux et non les taux punitifs par défaut. On optimise, on vérifie chaque ligne des conventions fiscales internationales pour actionner les leviers qui vous permettent de réduire légalement votre note globale. En bref, on transforme une expatriation subie administrativement en une mobilité maîtrisée financièrement. C'est la fin de cet épisode. J'espère que ces éclairages vous permettront d'aborder votre projet d'expatriation avec plus de sérénité. La fiscalité internationale est complexe, mais elle ne doit pas être un frein à vos ambitions. Merci de votre écoute. En attendant le prochain épisode, contactez-moi via mes réseaux sociaux pour échanger. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle exploration.